Chers téléspectateurs du 360, bonjour. Nous sommes à la résidence de France pour une interview avec l'ambassadrice Hélène Le Gall. Cette interview portera sur divers sujets, les relations maroco-françaises, les relations du Maroc avec l'Union européenne, le sujet de l'intégrité territoriale du Maroc, ainsi que d'autres sujets. Restez avec nous pour suivre cette interview. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Ma première question, c'est que vous êtes vaccinée du Sinopharm chinois. Comment faites-vous pour inciter le gouvernement français à reconnaître ce vaccin et revoir les conditions d'accès dans votre pays? Alors, le gouvernement français a fait le choix de reconnaître les vaccins qui sont agréés par l'Agence européenne du médicament. Et la société Sinopharm n'a pas sollicité l'autorisation de l'Agence européenne du médicament. Donc, moi, j'invite les autorités marocaines à inciter cette société à déposer son dossier afin qu'elle puisse être examinée par l'Agence européenne du médicament et ainsi recevoir l'agrément qui permettra à ce vaccin d'être reconnu en France. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, vous êtes toujours au Sinopharm? Je suis considérée comme non vaccinée quand je suis en France. Alors, AstraZeneca, récemment, l'Europe, ou plutôt la France même, a dit ne pas reconnaître les vaccins de AstraZeneca fabriqués en Inde. Est-ce que vous le confirmez? Là, il y a une grosse différence, c'est que justement AstraZeneca a déposé son dossier auprès de l'Agence européenne du médicament pour l'ensemble des vaccins produits dans différents sites dans le monde, y compris l'Inde. Donc la question de l'AstraZeneca produit en Inde est en cours d'examen et on peut estimer que d'ici quelques semaines, il y aura une décision qui soit prise. La différence avec Sinopharm, c'est que Sinopharm n'a pas déposé de dossier. Donc pour les Marocains vaccinés AstraZeneca, ce problème ne se pose pas à l'entrée en France? Alors en fait, ça dépend ce qui figure sur le certificat de vaccination, mais il y a plusieurs sources. Il y a eu plusieurs vaccins AstraZeneca administrés au Maroc, venus de plusieurs sources différentes. Donc en fait, nous ne faisons pas de différence entre les différentes sources de vaccins. Donc les personnes vaccinées à l'AstraZeneca sont considérées comme vaccinées. Très bien. Nous allons aborder les questions bilatérales. Comment elles sont actuellement? Elles sont très bonnes. La relation entre la France et le Maroc, vous le savez, on appelle ces relations des relations d'exception. Ça veut dire qu'en fait, c'est des relations qui touchent tous les secteurs, de la politique jusqu'à la culture, en passant par l'économie ou bien entendu les relations humaines, parce que c'est ça le fondement de notre relation, c'est l'imbrication de nos deux sociétés. Elles sont très bonnes parce que malgré la pandémie, finalement, il y a beaucoup de sujets qui ont pu progresser ces derniers mois dans différents domaines. Et je pense même que lorsqu'on fera une réflexion sur la pandémie et surtout sur l'après-pandémie, il peut y avoir beaucoup de choses qui nous rapprochent dans la réflexion, notamment cette idée qu'il faut un peu penser différemment la mondialisation et la penser de manière un peu plus locale, avec des chaînes de valeur plus resserrées. Et l'espace euro-méditerranéen retrouve toute sa pertinence. Et au sein de cet espace, évidemment, la relation entre la France et le Maroc. Durant cette crise Covid, les relations économiques, je suppose, un peu diminué, donc ils n'ont pas cette grandeur qui était avant. Est-ce que vous partagez la même idée? Non, je ne partage pas la même idée. Non, elles sont toujours aussi bonnes. Et d'ailleurs, regardez les exportations de véhicules marocains qui ont augmenté de presque un tiers. Donc, et ces véhicules, comme vous le savez, vont largement en France. Donc, elles sont très, très actives, ces relations économiques. On le voit évidemment de manière classique sur le commerce, on le voit sur les investissements. La France représente un tiers des investissements étrangers au Maroc. Et il y a d'autres projets en cours. Alors, l'automobile, on connaît bien, l'aéronautique, mais il y a les énergies renouvelables et d'autres secteurs où des choses sont en cours.
Non, elles sont très dynamiques et je dirais même nos deux pays finalement ont des projections de taux de croissance sur l'année 2021 qui sont quand même autour de 5-6%, donc qui traduisent quand même une certaine reprise de l'économie. Donc pour les échanges commerciaux, on peut dire que garder leur niveau d'avant la Covid-19. Oui, alors la grande différence sur les échanges commerciaux entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait il y a 10 ans, c'est que ça s'est totalement inversé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait un excédent commercial français et maintenant il y a un excédent commercial marocain, puisque le Maroc exporte beaucoup plus vers la France que n'importe, et notamment il exporte des automobiles. Ça, c'est la grosse différence avec ce qui se passait il y a encore 10 ans. Il y a un déficit français. Donc il va falloir qu'on se batte pour récupérer. On peut l'estimer un peu, non? Oui, en fait, il se creuse d'année en année. Et donc il va falloir qu'on soit encore plus offensif pour pouvoir le combler. C'est la dynamique de l'industrie marocaine qui a une autre tournure, arrive à rivaliser avec les produits français? C'est l'automobile en fait, c'est l'automobile. C'est Peugeot et Renault qui exportent une grande partie de leur production au Maroc, en Europe et en particulier en France, qui sont effectivement la France. Et il y a une reprise en plus du marché automobile après la fin de après la reprise, le fait que les Français passent leurs vacances en France, etc., les a amenés à racheter des automobiles, dont une bonne partie viennent du Maroc. Et c'est ça qui explique le déficit commercial français vis-à-vis du Maroc. On passera à un autre sujet, c'est celui des visas qui intéresse les Marocains et la France. Durant la Covid-19, est-ce qu'il y a eu une chute de délivrance de visas? On était à combien? L'année dernière, il y a très peu de visas qui ont été accordés, puisque en 2020, les frontières ont été fermées à partir de mars. Donc le service des visas a été fermé. Il vient de rouvrir au mois de juin. Les seuls visas qui ont été accordés, c'est les visas étudiants, pour permettre aux étudiants qui ont commencé leur année scolaire en septembre de pouvoir rejoindre la France. Et donc là, sur les visas étudiants, on a eu une année similaire aux années précédentes. Chaque année, il y a entre 10 000 et 12 000 étudiants marocains qui rejoignent la France. Donc ça n'a jamais cessé. Mais le reste des visas, en fait, les services des visas ont fermé. Ils viennent de rouvrir. Très bien. On passe aux études universitaires en France. Est-ce que le nombre d'étudiants marocains n'a pas pâti de la crise sanitaire? Non. En fait, il est toujours aussi élevé. Peut-être en proportion, il est même plus élevé que jamais, puisque les étudiants marocains sont la première nationalité étrangère en France. Mais auparavant, en 2019, jusqu'en 2019, nous avions en deuxième place les étudiants chinois, qui eux ne viennent plus depuis la crise. Et donc, je dirais que les Marocains sont encore plus en force. Il y a un chiffre? On est autour de... On a 43 000 étudiants marocains. Donc, et chaque année, il y a entre 10 et 12 000 supplémentaires. Et cette année, ce sera la même chose. Alors, que pensez-vous, Madame l'ambassadrice, des élèves marocains qui rejoignent les grandes écoles françaises, qui sont très sélectives, notamment les élèves formés au lycée d'excellence de Ben Guerir, qui a fourni cette année le deuxième contingent après le lycée Louis le Grand de Paris, à l'école polytechnique. Ben, c'est très bien. On voit d'abord qu'il y a beaucoup d'appétence des étudiants marocains pour les grandes écoles, puisque sur le nombre d'étudiants que je vous ai cités, il y a à peu près un tiers de ces étudiants qui sont dans les grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce. En particulier les écoles d'ingénieurs. Et effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de prépas marocaines. Donc ça veut dire que les prépas marocaines sont de très grande qualité. Celle de Ben Guerir, du LIDEX que vous avez cité, est un bon exemple, puisqu'elles ont des taux de réussite dans les grandes écoles qui sont élevés. Donc je dis bravo à tous ceux aux enseignants et à ceux qui dirigent ces écoles, d'amener leurs élèves comme ça à ce niveau. Ne craignez-vous pas que le lycée de Ben Guerir puisse donner un énorme contingent pour
pour la France dans ce domaine, C'est au pas- détriment des écoles françaises. Mais que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, si c'est le meilleur, eh ben, tant mieux. Très bien, on passera au sujet politique. Il y a eu cette crise de l'Espagne avec le Maroc. L'Espagne a tenté d'européaniser une crise, peut-elle porter un préjudice aux relations du Maroc avec l'Union européenne? Nous, ce qu'on pense de cette crise, c'est que, comme vous le savez, bien entendu, nos relations avec le Maroc sont excellentes, mais nos relations avec l'Espagne sont excellentes aussi. C'est un grand partenaire, y compris dans le cadre de l'Union européenne. Donc, ce qu'on espère, c'est que ces deux grands partenaires puissent retrouver le chemin du dialogue et de l'amitié, puisque nous, on n'a aucun intérêt à voir ces deux partenaires être en mauvais termes. Vous savez, on a en France aujourd'hui de graves problèmes liés à l'immigration illégale. Je parle bien de l'immigration illégale. En particulier les mineurs isolés. Et d'ailleurs, je voudrais saluer les décisions qui ont été prises par Sa Majesté le Roi sur cette question, qui a précisé que le Maroc souhaitait le retour de tous ces mineurs. Ces mineurs, ils ont un circuit, et souvent l'arrivée est à Paris, malheureusement. Mais c'est un trafic des êtres humains. Bien sûr, et La responsabilité n'est pas... il ne faut même pas l'incomber au Maroc seul. Bien sûr. Il faut vous-même, la France, le combattre. Il faut aussi trouver une solution globale à ce problème, et pas sécuritaire. Évidemment. Et évidemment qu'il faut travailler ensemble, la France, le Maroc, l'Espagne, pour lutter contre ces phénomènes, pour lutter contre les trafics, pour lutter contre ceux qui tirent profit de ces départs de personnes qui risquent leur vie et qui de toute façon ne trouveront pas le bonheur en Europe dans ces conditions-là. Nous passons à un autre volet de la coopération maroco-française, c'est celui du militaire. Alors, les forces armées royales et les armées françaises ont effectué conjointement un exercice dans la région de Ouarzazate le 23 mai dernier, et vous-même, vous y êtes allé. Est-ce que vous ne pensez pas que cet exercice s'est déroulé dans la discrétion? Vous ne pensez pas qu'il faut dynamiser, renforcer cette coopération avec le Maroc militaire? Elle est très bonne, notre coopération militaire avec le Maroc. Elle passe par des exercices, vous venez d'en citer un, mais il y en a d'autres. On fait aussi des exercices en mer. Elle passe aussi par des formations en France, au Maroc. Elle est ancrée dans l'histoire, cette coopération militaire. On n'a jamais oublié les Marocains qui sont venus mourir sur le sol français lors des 2 guerres mondiales. Et quelque part, c'est le début de cette coopération. Alors, discrétion ou pas discrétion, pour moi, c'est pas tellement le sujet. Après tout, on est sur des sujets un peu sécuritaires. On ne peut pas non plus être dans la publicité permanente. L'essentiel, c'est que les relations elles soient bonnes, qu'elles se traduisent sur le terrain. Ce n'est pas seulement des exercices, c'est aussi du travail au niveau du renseignement. La France, comme vous le savez, est très présente au Sahel, à travers l'opération Barkhane. C'est des sujets dont on discute avec les autorités marocaines à différents niveaux. On a beaucoup de coopération, il faut continuer. Évidemment, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. On travaille dans cette direction. Quel type de matériel achète le Maroc? En France, le Maroc achète un certain nombre de matériel, par exemple la frégate, la FREMM marocaine, qui est Mohamed VI. C'est une frégate qui a été construite en France. Elle achète aussi du matériel d'artillerie pour l'armée de terre. Et il y a pas mal de matériel français. Et d'ailleurs, l'année dernière, le Maroc était notre 3e client, après les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Le budget de c'était autour de 500 millions d'euros. La France a traditionnellement une position, celle de soutenir le plan d'autonomie marocain. Mais dernièrement, en 2020, fin 2020, les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ne pensez-vous pas que la France, que ce dossier n'est pas de nature à pousser la France à appuyer davantage l'intégrité territoriale du Maroc? Alors nous, sur la question du Sahara, comme vous le savez, on a toujours été proactifs, en particulier au Conseil de sécurité, parce que c'est un sujet qui est traité par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, et on est très constant dans notre position.
Notre position, c'est qu'il faut une solution politique. Cette solution politique, elle doit être juste, elle doit être durable, elle doit être acceptée par tous, elle doit être poussée par les Nations Unies. C'est pour ça qu'en ce moment, on fait pression sur le secrétaire général des Nations Unies pour qu'il trouve un remplaçant aux représentants personnels. Ça fait maintenant 2 ans qu'il n'y a plus de personnalité identifiée sur cette question. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé. Et évidemment, on a toujours dit, depuis sa présentation il y a maintenant quinzaine d'années, que le plan d'autonomie qui avait été présenté par le Maroc présentait une bonne base pour les discussions et la solution à la question du Sahara. On continue à penser la même chose. Maintenant, il faut avancer, et il faut avancer dans le cadre des Nations Unies, et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de pousser dans cette direction-là. Mais le Maroc est un grand partenaire de la France et de l'Union européenne. Ne pensez-vous pas que ces deux parties doivent sortir, ne pas rester dans leur confort et de dire les 4 vérités? En fait, on est très attaché à la question du multilatéralisme, tout comme le Maroc d'ailleurs, qui appelle tout le temps de ses voeux le multilatéralisme. Donc c'est dans le cadre des Nations Unies que la solution doit être trouvée. Alors bien sûr, après, chacun peut peser au sein des Nations Unies, mais nous, on considère que ce n'est pas des décisions unilatérales de tel ou tel pays, c'est la décision collective des Nations Unies qui font avancer le dossier. Et d'ailleurs, il faut le faire, parce que le conflit n'a que trop duré. Nous allons passer à la région du Sahel. Récemment, le président Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane. Comment la France réfléchit à l'après-retrait du gros de ses soldats dans une région soumise toujours à l'instabilité et au terrorisme? En fait, nous pensons que nous devons recentrer ce que nous faisons actuellement dans le Sahel au niveau militaire autour de 2 objectifs. Le premier objectif, c'est toujours la lutte contre un certain nombre de cibles au sein des groupes terroristes, les 2 principaux, AQMI et Daesh, qui sévissent dans cette région. Et nous continuerons à mener des opérations contre les dirigeants de ces deux groupes. Et le deuxième objectif, c'est le soutien aux armées locales. Parce que ce sont les armées locales des différents pays concernés qui doivent monter en puissance pour pouvoir elles-mêmes traiter un certain nombre de sujets. Tout ne relève pas de ces 2 groupes principaux. Il y a aussi des micro-conflits, je dirais, à l'intérieur de certaines zones de certains de ces pays qui ne relèvent pas d'un engagement français, mais plutôt de l'engagement des pays concernés. Et donc on va en fait réadapter notre dispositif, ce qui signifiera effectivement une baisse des effectifs totaux des militaires français déployés sur le terrain, et ainsi que la fermeture de quelques bases. Il s'agit d'un repositionnement pour plus d'efficacité. Très bien. Avant de terminer notre entretien, on voudrait, Madame l'ambassadrice, savoir qu'est-ce que vous aimez dans la culture marocaine? Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la culture marocaine. J'aime en particulier la musique, et en particulier la musique arabo-andalouse, qui je trouve, c'est le confluent de tout ce qu'on peut trouver dans la Méditerranée, mais un peu transcendé. Ça a été transcendé ici au Maroc, et donc j'aime beaucoup cette musique. J'aime aussi la gastronomie marocaine. Je trouve que c'est un grand pays de cuisine, assez peu connu à l'extérieur finalement, parce que je trouve que c'est difficile de trouver un bon restaurant marocain ailleurs qu'au Maroc. On nous sert de la cuisine marocaine qui n'en est pas. Mais ici, je trouve qu'on mange très très bien. Et puis, bon, il y a aussi beaucoup de choses autour du patrimoine qui m'intéressent beaucoup dans la culture marocaine. Très bien. J'ai appris que vous avez entrepris d'énormes voyages à travers le Maroc, vous et votre époux. Comment vous avez trouvé ces villes ou ces régions que vous avez visitées? Magnifique. En fait, on ne sait pas dire ce qu'on préfère entre aller à Tanger, où on voit à la fois la Méditerranée et l'Atlantique se réunir, ou aller plus dans des régions plus désertiques, du côté de Ouarzazate, dans ces vallées, ou dans l'Atlas. C'est les grandes villes qui sont en fait des témoins de la civilisation millénaire du Maroc, chacune avec son identité. En fait, on ne sait pas où donner de la tête. C'est un pays absolument magnifique pour ses paysages, pour son patrimoine, pour la gentillesse aussi de ses habitants.
Et effectivement, mon mari et moi, nous sillonnons le pays et nous sommes vraiment contents d'être ici. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à terme de cet entretien. Nous voudrions remercier Madame l'ambassadrice pour sa participation et aussi pour son temps qu'elle nous a accordé. Merci Madame l'ambassadrice. Merci à vous.